Bonjour à tous. Nous sommes, Guillaume et moi, très heureux de vous présenter les principaux enseignements de cette 7e édition des priorités du directeur financier. Cette année, nous avons proposé le thème du directeur financier, acteur de la croissance. Quel rôle jouent les directions financières dans les stratégies de croissance? Face aux avancées technologiques, quels vont être les défis à relever par les directions financières, que ce soit sur leur processus, sur leur organisation, sur le pilotage de la performance de l'entreprise, mais également sur la gestion de leurs talents, la gestion des compétences. Face à ces défis, aussi des risques, et nous verrons comment les directions financières s'y préparent. Beaucoup de choses. On verra aussi à quoi ressemblera la direction financière en 2022. Voilà un aperçu des nombreuses questions qui ont nourri notre enquête cette année. Et pour réagir aux enseignements de cette année, j'invite sur scène 4 acteurs de la croissance. Marie Boedek-Ménard du groupe Pernod Ricard. Caroline Bouillet de la société Capsum, Thomas Grippon du groupe Orange et Christian Moinard, enseignant-chercheur à Audencia. Alors, avant de vous présenter le classement des priorités 2019, je voudrais dire quelques mots sur la méthodologie que nous avons employée cette année. La même que l'année précédente, à savoir un questionnaire en ligne pour les aspects quantitatifs, et vous avez été nombreux à y répondre, plus de 300 répondants à ce questionnaire en ligne, des interviews en face à face avec des leaders de la finance pour les aspects qualitatifs. Et vous avez été encore très nombreux cette année et encore plus nombreux, plus de 80 interviewés cette année. Vous voyez également une répartition homogène des tailles d'entreprise et également une représentativité de tous les secteurs d'activité. Je vous propose de passer au classement que je vous laisse découvrir. Alors vous le voyez, c'est une fois de plus le pilotage de la performance qui est la priorité numéro 1 de 2019 pour 72% des répondants. Elle reste également en haut du classement, dans un objectif à 3 ans. Alors comment faut-il analyser ce classement? Est-ce que c'est un aveu de complexité? Est-ce qu'au contraire, c'est des sources d'opportunités nouvelles pour les directions financières? En fait, les attentes qui reviennent le plus souvent des interviews que nous avons menées, c'est des enjeux d'accélération, d'agilité, de simplicité, de simplification, de recentrage, de pertinence de la donnée. Cette année encore, le défi à relever pour les directions financières, c'est de mettre à disposition des métiers des informations qui soient à la fois simples, pertinentes, ciblées et quasiment en temps réel. La contribution à la stratégie de croissance en position numéro 2 en 2019. Et vous le voyez en première position dans une perspective à 3 ans. Là aussi, ce n'est pas surprenant. On voit que depuis plus de 10 ans, le rôle du directeur financier s'est largement étoffé et se transforme. En plus de ses fonctions de gestionnaire de l'entreprise, il interagit davantage avec les opérationnels, il intervient et il participe aujourd'hui aux décisions métiers et aux décisions stratégiques. Et il est devenu un allié incontournable des directions financières, à la fois dans le choix de la stratégie de croissance de l'entreprise, mais également dans leur mise en œuvre. En 3e place, la gestion du cash. Alors, ce classement est le reflet de 2 réalités moyennées. Un enjeu qui est toujours majeur pour les ETI, les PME, qui ont toujours et qui sont toujours à la recherche de liquidités. Pour les grands groupes, derrière, qui l'ont positionné en priorité 6, toujours une priorité sur la gestion prévisionnelle
des flux de trésorerie qui restent un enjeu pour elle en 2019. Optimisation des processus à la 4e position en 2019, et vous voyez qui est relégué à la dernière position à horizon 3 ans. Là, il faut être prudent dans l'analyse de ce classement. L'optimisation des processus est et reste une opportunité pour les directions financières. Simplement, nous sommes en fin de cycle de standardisation, de dématérialisation sur les cycles fournisseurs-clients qui ont déjà apporté de gros gains de productivité aux directions financières, et c'est déjà un acquis. Et nous sommes en début de cycle suivant de robotisation, d'intelligence artificielle, qui va permettre d'aller encore plus loin dans la productivité, dans la fiabilité, dans la rapidité. Et nous voyons cette priorité baisse dans le classement des PME ETI à horizon 3 ans, mais refonte très largement entre 2019 et horizon 3 ans pour les grands groupes. En 5e priorité, la maîtrise des risques. Derrière ce classement, également 2 réalités. Pour les grands groupes, priorité 2 en 2018, ça passe en priorité 4 en 2019, puis en priorité 5 à 3 ans. Les grandes entreprises ont massivement investi sur ces sujets. Pour les PME ETI, ça reste une réalité, mais c'est une priorité 5 d'année en année, et nous reviendrons sur ce sujet lorsque nous présenterons ce thème un peu plus en profondeur. La priorité 6, qui arrive en priorité 3 à 3 ans, c'est la gestion des talents. C'est sans aucun doute l'enjeu majeur des directions financières dans les prochaines années, et c'est l'un des enseignements clés de cette étude. Comme en 2018, elle était également placée en priorité 3 à horizon 3 ans. Et on voit que finalement, les directeurs financiers sont pleinement convaincus de la nécessité de faire évoluer les façons de travailler, de faire évoluer les compétences. Et Guillaume reviendra également sur ce sujet lorsque nous présenterons ce thème. Voilà pour le classement. Je me tourne maintenant vers nos invités. Comment réagissez-vous face à ce classement? Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que ça correspond à la réalité que vous vivez dans les entreprises? Marie, peut-être une réaction à chaud? Oui, bonjour à tous. Moi, je ne suis pas surprise par le pilotage de la performance. Je pense qu'effectivement, ça reste la clé. En revanche, je suis très surprise par la gestion des talents qui est en 6e position. Voilà, je trouve que c'est clairement sous-estimer les enjeux qui sont devant nous en termes de gestion des talents. Peut-être une réaction? Moi, j'avais juste une réaction sur la maîtrise des risques. Donc, je suis en PME et c'est quand même une réalité qui est très présente avec les risques de fraude, les risques de cybercriminalité. Donc, je suis très étonnée que dans les PME, ça reste en priorité 5, pour l'avoir vécu. Thomas, une réaction peut-être? Concernant la gestion des talents, en fait, le fait de voir progresser de 3 places cette priorité, ça me paraît assez logique. En fait, ça matérialise le fait que les talents, ils doivent maîtriser toutes les autres. Donc, la progression de 3 points, elle est tout à fait compréhensible. Et on a un besoin impératif de se transformer, mais j'ai prévu d'en parler un petit peu tout à l'heure. On reviendra sur ce thème. Alors, moi, pour relayer ce qui vient d'être dit, en effet, je suis très, je dirais pas étonné, mais marqué par cette relation entre le point 1 et le point 6, c'est-à-dire le pilotage de la performance et la gestion des talents. Quand on regarde les études qui sont faites, je mets ça en perspective avec les mutations technologiques notamment, quand on regarde les études qui sont faites, en fait, là où le point central de l'utilisation des nouvelles technologies informatiques, etc., est positionné dans les métiers de la finance, c'est moins sur le pilotage de la performance que sur le contrôle du risque, l'analyse de la fraude et l'évolution des process. Et donc on peut mettre ça en perspective avec un certain retard, le terme est un peu fort, mais en tout cas un besoin de maturation encore des fonctions financières sur l'utilisation des outils technologiques dans la perspective du pilotage de la performance, et donc le besoin de rattrapage justement des talents, des compétences sur ce sujet-là, qui me semble un point central de l'évolution, si on veut faire un tout petit peu de prospective pour le futur.
Je vous remercie. Je vous propose maintenant de passer et d'entrer plus en détail sur chacune des priorités. Et on va commencer par la priorité numéro 1, le pilotage de la performance, qui, je vous le rappelle, a été plébiscité pour 72% des répondants. Alors, analysons les enjeux avec quelques chiffres. 82% souhaitent améliorer la qualité de l'information. Donc derrière, toujours un enjeu de fournir une information de gestion pertinente pour les métiers avec des données fiables. C'est finalement de revenir aux fondamentaux de la direction financière. 70% souhaitent également raccourcir les délais de reporting et d'aller encore plus loin vers des cycles toujours plus courts, toujours dans notre objectif de faciliter les prises de décision éclairées et rapides. 58% également ont un enjeu d'optimisation du cycle prévisionnel. Alors là, derrière cet enjeu, il n'est pas question d'abandonner le processus prévisionnel, mais bien de le faire évoluer et toujours d'aller vers des cycles courts et en continu. Alors comment cela se décline par taille d'entreprise ? Pour les grandes entreprises, les enjeux, c'est de la simplification, du recentrage et de l'enrichissement avec des analyses prédictives et prescriptives. Pour les ETI PME, il s'agit d'enrichir le modèle avec des dimensions complémentaires, que ce soit des dimensions d'activité, de clients, de marché, de produits, avec des données autres que la finance, des données internes à l'entreprise, RH, CRM, opérationnel, mais également des données externes. Finalement, le directeur financier, il est challengé pour apporter plus de valeur au métier, mais au-delà de fournir une information de gestion de qualité et plus rapidement, il est aussi devenu un véritable conseiller auprès des métiers. Et l'enjeu pour 61% des directions financières, c'est de renforcer cette proximité avec les métiers. Et pour 55% également, de diffuser une information, une culture de gestion au sein de l'entreprise. 61% des directeurs financiers nous ont également fait part de leur volonté de digitaliser la production des données et de leur mise à disposition avec des données enrichies, et je venais d'en parler, des données qui soient à la fois internes, externes, financières, non financières, données structurées, non structurées. Donc c'est véritablement un besoin de tirer parti des avancées technologiques, et on vient d'en parler, que les directions financières se transforment, deviennent plus agiles et accompagnent ainsi la croissance de l'entreprise. La deuxième priorité des directeurs financiers en 2019 concerne la contribution à la stratégie de développement. La principale stratégie de développement privilégiée par les directeurs financiers est une croissance organique, axée sur le renouvellement des offres, la réorganisation des activités et des marchés pour suivre l'évolution des métiers. On note cette année une volonté d'aller vers davantage de partenariats, d'alliances, afin de gagner en agilité pour 15% des directeurs financiers. Les enjeux des directeurs financiers pour accompagner la croissance, quels sont-ils? Le premier d'entre eux concerne l'amélioration de la compétitivité et cela passera par des investissements en hausse, une hausse néanmoins réduite pour prendre en compte une visibilité limitée des perspectives d'activité. Le deuxième enjeu va concerner le développement des talents. C'est un enseignement clé de l'étude cette année, puisque cet enjeu est mentionné par la moitié, presque 50% des directeurs financiers que nous avons interrogés dans le cadre de l'étude. On note également, pour accompagner la croissance, une volonté d'investir dans l'innovation, dans la recherche et développement, pour 30% des directeurs financiers que nous avons interrogés. Recherche et développement, innovation, également pour optimiser les processus. Donc toujours sur cette partie qui est la priorité numéro 4, toujours des enjeux de réduction de délai, de gain de productivité, d'amélioration de la qualité qui sont les incontournables des directions financières. 79% des grands groupes souhaitent aller encore plus loin en digitalisant, en automatisant les processus, toujours avec des enjeux forts de standardisation, d'harmonisation des processus pour 64% des directions financières.
Pour les directions financières des ETI, PME, là, elles sont à la recherche de gains de productivité et 63% d'entre elles s'accordent sur le fait que la standardisation et l'harmonisation des processus seront les fers de lance vers la transformation digitale et l'automatisation. Toujours sur l'optimisation des processus, la dématérialisation des cycles clients et fournisseurs qui reste à l'ordre du jour des priorités 2019 pour 60% des directions financières, malgré les efforts qui ont été faits et réalisés ces dernières années sur cette partie-là. C'est devenu un incontournable pour des enjeux business, pour des enjeux de coût, d'efficacité, de fiabilité. Ce que nous observons également, c'est l'accélération de la digitalisation des processus de clôture qui passe de 6% en 2018 à 28% en 2019, avec également la volonté d'aller vers de la robotisation des transactions. Et ça sera une réalité pour 19% des directions financières en 2019. Alors, les mutations que l'on observe actuellement sur la digitalisation du pilotage de la performance, la robotisation des processus transactionnels ont indéniablement un impact sur les compétences recherchées dans les directions financières. La première compétence recherchée pour accompagner ces transformations est une compétence managériale de coordination transverse. On note également que pour 46% des directeurs financiers que nous avons interrogés, il s'agit de se doter des compétences nécessaires pour mieux exploiter, analyser les données de gestion. Ces compétences seront très largement développées en interne au sein des directions financières. Les défis à relever en matière de gestion des talents en 2019 concernent principalement la résistance au changement des pratiques actuelles. Les solutions privilégiées par les directeurs financiers que nous avons interrogés, c'est la mobilité, les parcours croisés, en particulier dans les grandes entreprises. Dans les entreprises de taille plus petite, ces solutions étant moins faisables, on va privilégier des approches plus classiques de formation, en particulier autour des soft skills. Face à ces enjeux, des risques aussi également, la perception des directions financières sur leur exposition au risque augmente avec la taille de l'entreprise. 71% des grands groupes considèrent que leur exposition au risque est forte ou très forte, contre 24% uniquement des ETI et PME. Alors, face à ce constat, des stratégies de mise en œuvre pour se protéger diffèrent aussi en fonction de la taille. Si on va un peu plus loin dans l'analyse des risques, dans ce contexte de diversification avec des risques liés à l'intégrité des données, des systèmes d'information, des risques liés aussi à la sécurité des flux financiers, c'est un véritable sujet de préoccupation, voire une inquiétude pour les directions financières. Et elles ont bien conscience que les nouveaux risques, tels que les risques cyber, vont s'amplifier ou peuvent s'amplifier ou pourront s'amplifier avec le tout connecté. Les grandes entreprises ont massivement investi sur ces sujets cyber, au même titre que les risques opérationnels exogènes, et ça correspond à 36% d'entre elles. Pour les PME ETI, les risques métiers, c'est-à-dire les risques opérationnels, les risques d'image, arrivent en tête de leurs préoccupations. Et on voit que finalement, seulement 11% des PME ETI disposent aujourd'hui de stratégies de veille, d'outils adaptés pour les risques cyber. Ce qui semble, elles semblent finalement plutôt démunies face à ce risque ou face à une indéniable vulnérabilité de leur part. En matière de gestion de trésorerie, le renforcement de la maîtrise des flux est la priorité, l'enjeu numéro 1 des directeurs financiers. Les leviers plébiscités sont l'amélioration de la fiabilisation des prévisions afin de prendre en compte un environnement instable et complexe.
Le deuxième levier envisagé est la professionnalisation afin de développer les compétences spécifiques à ce domaine. Enfin, le troisième levier est la prévention des risques pour prendre en compte les nouveaux risques liés en particulier au digital. Les stratégies de placement en 2019 vont favoriser un élargissement des placements et une diversification dans une perspective de se prémunir face aux risques. Il s'agira d'une diversification géographique des placements en priorité, également une diversification en matière de support choisi pour placer ces excédents de trésorerie, et enfin un choix de maturité différent afin d'optimiser les rendements. Donc voilà pour les principaux enseignements de notre enquête cette année, et je vous propose de passer la parole à nos invités. Et je propose de passer la parole à Marie, qui va nous parler de la transformation digitale de la finance pour le groupe Pernod Ricard. Voilà, donc sur ce sujet-là, donc chez Pernod Ricard, donc moi je suis directrice du contrôle financier. Alexandre Ricard, quand il est arrivé en tant que PDG du groupe en 2015, il a énormément insisté sur la transformation digitale, en commençant par les fonctions front office, donc commercial et marketing. Et puis au fur et à mesure, cette transformation digitale s'est diffusée au sein de l'organisation et aujourd'hui concerne les fonctions back-office, donc les fonctions RH, juridiques et bien sûr la finance. Donc la finance chez Pernod Ricard, on a toujours été ça a toujours été une fonction très importante puisqu'on a eu beaucoup d'acquisitions transformantes dans les années 2000 et donc les financiers ont joué un très grand rôle pour l'intégration de toutes ces acquisitions. Et donc on s'était doté très tôt d'outils de reporting et un langage financier commun. En revanche, ce qu'on n'avait pas fait depuis, c'était moderniser ces outils. Et en tant que consommateurs par ailleurs, et puis aussi les millennials qu'on a dans l'entreprise, on est tous très friands d'applications beaucoup plus user-friendly, où on a accès à l'information très rapidement. Donc on avait un vrai besoin de se moderniser à ce niveau-là, j'imagine, comme beaucoup d'autres entreprises. Donc on a lancé l'année dernière le projet Finance 4.0 avec le slogan Fast, Flexible and Forward-Looking. Donc l'idée étant de devenir plus rapide dans la production de données. On a des équipes qui passaient énormément de temps à remonter de la donnée, à faire du data crunching, et du coup ne passaient pas assez de temps à faire de l'analyse. Donc ça, c'est un des enjeux. Devenir plus flexible, donc là, c'est plus dans les prévisions, être beaucoup plus agile et pouvoir anticiper des scénarios différents. Et forward-looking, évidemment, pour passer plus de temps sur le futur que sur le passé. Donc ça, c'était, on va dire, le chapeau général. On a défini 3 piliers de transformation qui sont absolument critiques, 2 qui sont relatifs au pilotage de la performance et 1 qui est sur l'optimisation des processus. Donc les 2 premiers sur le pilotage de la performance, c'est 1, démocratiser la visualisation de données en mettant à disposition un maximum de collaborateurs des reporting digitaux. Le deuxième axe, c'est transformer nos prévisions en s'appuyant sur des modèles prédictifs et aussi des modèles de scénarios beaucoup plus collaboratifs. Et donc le troisième pilier sur l'optimisation des processus, donc c'est revoir l'efficacité des back-office en automatisant au maximum les processus transactionnels. Donc sur les 2 piliers donc, qui nous concernent plus sur le pilotage de la performance, sur la démocratisation de la visualisation de la donnée, on a commencé le projet en juin de l'année dernière en mettant en place les spécifications qu'on souhaitait. Donc on a toute une feuille de route. Au départ, on veut vraiment donc, mettre à disposition toutes les données financières qui aujourd'hui remontent dans nos reportings, donc dans des tableaux de bord digitaux, donc, qui pourraient être accessibles par un maximum de personnes de l'organisation selon leur niveau de responsabilité et selon leur point de vue. Mais au moins, on a un langage financier qui est commun et puis une mise à disposition extrêmement rapide de l'information et éviter que ces books PDF que tout le monde produit en fait, soient dupliqués partout dans l'organisation. Donc ce projet-là, on l'a commencé au mois de juin. Aujourd'hui, moi, j'ai fait mon premier reporting la semaine dernière grâce aux tableaux de bord digitaux.
Et voilà, j'avoue que ça change ma vie par rapport à un book PDF, donc je suis ravie. Après, on va avancer pour enrichir ces tableaux de bord. Après, on a plein de problématiques de sécurité pour les différentes strates de l'organisation, mais en tout cas, sur la strate COMEX et les personnes qui ont accès à toute l'information, c'est déjà disponible. Le deuxième pilier, donc, qui est sur les modèles de prévision et la collaboration. Donc là, on avait déjà des modèles statistiques qui nous permettaient de prévoir certaines tendances. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des pilotes pour développer en fait, des algorithmes qui nous permettent d'anticiper les tendances et donc de donner aux financiers la capacité de challenger sur la base de données vraiment factuelles et de permettre d'objectiviser les prévisions. Donc là, évidemment, on est encore en stade de pilote pour vérifier que nos algorithmes progressent bien. Et sur les scénarios, évidemment, ça passe par la mise en place d'un outil EPM qui nous permettra en fait, de construire des scénarios de manière beaucoup plus flexible. Donc voilà pour le pilotage. Ah oui, alors, donc 3 facteurs de succès à ce projet. Évidemment, une DSI qui est extrêmement proche des métiers, très innovante. Donc nous, on travaille de manière très très proche avec notre direction des systèmes d'information. On a évidemment également, il faut absolument sensibiliser nos talents donc à tous ces changements. Donc il faut accompagner le changement. Ça va être un des gros enjeux de l'adoption, notamment des dashboards digitaux. Sensibiliser nos populations jeunes au fait que oui, il y a un futur après le data crunching de données Excel, parce qu'évidemment, c'est un enjeu très important pour elles. Et aussi, nous on insiste énormément là-dessus, leur faire prendre conscience que les solutions doivent aussi venir d'eux. Donc ils sont sensibilisés à ces nouveaux outils, mais maintenant c'est aussi à eux de produire des solutions. Voilà. Je crois. Merci pour ce très beau témoignage. Ah oui, et la dernière chose aussi, c'est qu'on a fait tout ce projet en faisant un co-design avec les équipes. Donc, on a fait beaucoup de workshops. Voilà. Caroline, tu veux nous parler d'agilité, de polyvalence chez Capsum, une entreprise en très très forte croissance? Exactement. Alors, juste pour vous rappeler ce qu'est Capsum. Donc, Capsum est une PME qui fabrique des produits cosmétiques. Elle est basée à Marseille. C'est l'histoire parce que le dirigeant est originaire de Marseille. Et c'est ce qu'on appelle une ancienne start-up technologique. En 3 ans, nous sommes passés de 30 à 130 salariés répartis entre Marseille, Paris et les États-Unis. Et du coup, moi, j'ai rejoint la société il y a 3 ans avec l'objectif de construire la direction administrative et financière dans un contexte de forte croissance et évidemment avec des moyens limités. Ce n'était pas la priorité. La priorité, c'était de livrer les clients. Et donc, nous, on faisait avec les moyens du bord. Du coup, l'avantage, c'est que je partais d'une feuille blanche. Il n'y avait rien, tout était externalisé chez l'expert comptable. Donc, avec mon équipe, on a réfléchi à construire un système qui évite évidemment la saisie manuelle, le papier, et on ne voulait surtout pas créer une usine à gaz. Parce que là, sinon, on aurait perdu pied. Donc, on a procédé étape par étape et on a fait des choses toutes simples qui sont d'internaliser l'outil comptable en mode SaaS, donc la base, de le faire parler avec les autres outils connexes tels que le RP et la banque. Et ensuite, on y a inséré toutes nos pièces comptables pour les lier aux écritures. C'est des choses simples, mais qui vraiment nous permettaient à la fois de limiter la saisie manuelle et le papier. À ce stade, j'ai 2 échecs, ou plutôt j'ai 2 chantiers encore majeurs que je n'arrive pas à adresser. Donc c'est l'opportunité de la pré-saisie par les OCR. Pour l'instant, je ne suis pas sûre que ça soit très efficace. Et la deuxième chose, c'est l'automatisation des reporting. C'est un casse-tête chinois, notre outil comptable est ringard et n'arrive pas à parler avec Excel, donc pour l'instant, ça ne marche pas. En parallèle, on a évidemment lancé le processus de digitalisation des RH, puisqu'on est passé de 30 à 130, donc il fallait quand même qu'on assure au niveau information. Donc on a évidemment commencé par la dématérialisation des fiches de paie, les envoyer automatiquement. On a automatisé les demandes de congés payés. On a automatisé les horaires, les plannings de prod, enfin les plannings d'horaires de prod. Et l'année prochaine, on va tenter d'automatiser les informations de la BDES. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une horreur. Donc, c'est les bases de données économiques et sociales que l'on doit donner au DUP une fois par an.
Donc on essaye de faire parler le logiciel de paye, on tente le truc. Enfin, cette année, on a commencé à vouloir analyser nos PRI pour comprendre si on était rentable et si nos pricing étaient bien faits. Et donc pour accompagner la croissance, on a intégré un contrôleur de gestion industrielle avec un profil d'ingénieur, vraiment ingénieur expérimenté, qui lui est plongé dans l'analyse des PRI. L'idée étant qu'il trouve des leviers de performance et de rationalisation, parce que là, on arrive maintenant dans une phase vraiment de rentabilité. Voilà, c'est tout. Témoignage aussi extrêmement riche. Thomas, tu veux nous parler de la gestion et talent chez Orange en pleine phase de mutation ? Ouais. Bon, déjà, je suis content d'être là parce que c'est une forme de thérapie collective. On a tous les mêmes problèmes. C'est bien, on en parle ensemble. C'est agréable. Il y a même les canapés. Divan, ouais, oui. Donc, oui, vous m'avez demandé d'intervenir sur la gestion des talents. Priorité qui progresse de 3 points. Et c'est normal puisqu'on cherche en fait des gens qui savent tout faire, qui connaissent le détail de l'histoire, la synthèse, qui peuvent intervenir avec en face des opérationnels, des commissaires aux comptes, des RH. Enfin, on cherche des profils qui vraiment sont polyglottes et par ailleurs il faut qu'ils soient sympas et bienveillants parce qu'en plus on va leur demander de transformer la boîte. Donc c'est ça notre problème. La gestion des talents, c'est de trouver des gens qui existent nulle part d'ailleurs. Donc nous-mêmes, on n'a pas beaucoup changé. Le business évolue beaucoup plus vite que nous. On est tous en costume, on a tous la même tête. Je m'inclus là-dedans, hein, mais on n'a pas beaucoup changé. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça? Alors, moi, je suis en charge du contrôle de gestion chez Orange France. J'anime en direct une 60aine de contrôleurs et de gens qui font du système d'info. Et la communauté des contrôleurs chez Orange France, c'est 600 contrôleurs de gestion. Et cette équipe qui aujourd'hui est de 600 personnes va devenir... on perd 25% de nos effectifs d'ici 3 ans, compte tenu de la pyramide des âges de notre fonction controlling. Les gens ont en moyenne 50 ans aujourd'hui. Et donc, on a lancé un projet de transformation qui s'appelle ONCE pour Orange New Controlling Experience. Et dans ce projet de transfo, on a trois grands thèmes. Le premier, c'est l'optimisation des processus, donc celui qu'on retrouve bien dans les priorités. Le deuxième, c'est... ça va revenir. Le deuxième, c'est... j'ai un trou, c'est quand même grave, c'est mon projet, mais c'est l'émotion de... C'est l'émotion de la scène. Les datas, non? Pardon? Les datas? Ouais, non, mais c'est pas celui-là. Enfin, on a celui-là. Orga. J'arrive. Process, orga. Pilotage de la performance. C'est les métiers, pardon. Merci, José. C'est la transfo des métiers. Donc, on a prévu de faire migrer nos effectifs vers les métiers autour de la data et les métiers autour de la performance. Et enfin, dans tout ça, le troisième thème, c'est l'humain au cœur de la transformation. Et dans l'humain au cœur de la transformation, en fait, on veut faire comprendre à l'environnement de l'entreprise, que ce soit les financiers, mais aussi tous les opérationnels, que la finance, elle est d'abord légitime. Elle est légitime dans le sens où elle ne doit pas être cantonnée juste à faire de la consolidation de chiffres ou être juste homme à tout faire dans l'organisation. Enfin, chez nous, c'est encore un petit peu trop comme ça. Et la légitimité de la finance, ça passe par les responsabilités qu'on va véritablement confier aux financiers. Le financier, il apporte des solutions, mais il doit aussi avoir le droit de les mettre en œuvre. Donc ça veut dire qu'il faut lui accorder la liberté d'action. Donc lui donner des budgets, des ressources pour qu'il puisse agir, pas que sur son strict périmètre de finance, mais aussi
dans les opérations. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire à travers la gestion de nos talents, c'est à décloisonner les financiers. Il ne faut pas qu'on laisse un financier tout seul dans son coin. Il faut systématiquement qu'il intervienne sur des projets transverses, sur des opérations qui ne sont pas que juste un métier de technicien. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais on a tous les mêmes obligations réglementaires, de production. Et nous, la manière dont on essaie de conduire ce projet de transformation de la finance, c'est en sacrifiant les ressources. Alors quand je dis sacrifier les ressources, il faut comprendre ça comme ça, c'est que on identifie les bons éléments dans la finance, les très bons, les meilleurs, et on les prend pour faire le projet de transformation, c'est-à-dire qu'on les sort de la production, on les sort de ce qui aujourd'hui pour un directeur financier est très confortable. Il a quelqu'un de très bon qui lui produit toutes les bonnes analyses, mais c'est cette ressource-là qu'il faut dédier à la conduite du changement. Donc, quand je dis sacrifier les ressources, ça veut dire que on a pris le pari pour mener à bien notre projet de sortir les très très bons éléments et de les mettre sur la conduite du projet de transformation. Donc en fait, on est un peu dans une dynamique de rupture parce qu'on essaie de casser les codes, on essaie d'ouvrir un peu plus le monde à nos financiers pour les sortir de la douleur qu'ils ont tous les jours, parce que les équipes en ont marre de faire du data crunching, elles n'en peuvent plus. Et donc, on a un problème d'attractivité, ne serait-ce qu'en interne chez nous. C'est que tous les métiers autour de la finance veulent plus de performance, veulent plus de digital. Et donc, on se fait piquer, nous, nos financiers, par les autres métiers. Donc, il y a un moment, soit on continue et dans 5 ans, on n'a plus personne qui veut faire du contrôle de gestion, parce que c'est des métiers éreintants, tout le monde n'en peut plus. Soit on se force et puis on fait faire autre chose à nos financiers. C'est ça qu'on est en train d'essayer de faire pour faire émerger les talents. Merci. Christian, quel est ton regard académique sur la finance du futur? Alors, je vais essayer de reprendre ce qui a été dit ce matin et peut-être le remettre en perspective sur une temporalité un poil plus longue, à la fois un peu sur l'histoire, et essayons de nous projeter sur le futur, même si l'exercice de prospective est toujours très compliqué. Moi, je vais repartir d'un point de départ qui est 2007, en fait, où il y avait un article de 2 chercheurs qui étaient Henri Bouquin et Michel Fiol, qui déjà à cette époque-là essayaient d'analyser la transformation et les prospectives qu'il pouvait y avoir sur l'évolution des métiers de la finance. Eux se concentraient plus spécifiquement sur les métiers du contrôle de gestion, mais on peut intégrer ça dans une vision un peu plus globale sur l'ensemble des métiers de la finance. Et il disait qu'il y avait en gros plusieurs scénarios qui révélaient, on va dire, 4 grandes tensions, 4 grandes attractions des métiers de la finance. Une première attraction qui a été très largement évoquée, c'est l'attraction vers la donnée, et alors ce que vous avez appelé data crunching, etc. Et une de plus en plus grande complexification du traitement de la donnée qui, évidemment, amène à un moment donné une polarisation vers ces éléments-là. Et on sait qu'il y a beaucoup du temps, voire du travail d'un certain nombre de personnes qui sont polarisées sur vérifier que la donnée soit juste. Une deuxième dimension, qu'on qualifie souvent de business partner, en tout cas une attraction plus vers la dimension stratégique et faire vivre la stratégie au niveau opérationnel pour pouvoir accompagner dans la prise de décision. Et donc là, il y a aussi une évolution dans cette dimension-là qui est classique. Et donc du coup, on voit bien qu'il peut y avoir déjà une espèce de tension inhérente au métier où on va devoir répondre aux 2 dimensions, à la fois beaucoup plus de traitement de données et beaucoup plus de conseils, entre guillemets. Une troisième dimension, c'est une dimension organisationnelle, où souvent on dit que le contrôle de gestion, les métiers de la finance remplissent les blancs dans l'organigramme. C'est-à-dire que souvent ils ont un rôle qui est un rôle complètement évolutif d'une organisation à une autre, où il va falloir qu'ils remplacent là où il n'y a pas de lien entre les différents blocs de l'organigramme. Et cette dimension-là fait qu'avec les transformations très fréquentes, on parle souvent d'agilité des organisations, mais la plasticité inhérente à toutes les organisations entreprises, fait que ces métiers, les métiers évoluent et le rôle dans l'animation organisationnelle des métiers de la finance devient de plus en plus complexe, de plus en plus sophistiqué, d'autant plus qu'aujourd'hui, il faut l'intégrer, il faut le modéliser dans la machine.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir vérifier que les processus qui sont développés, qui sont intégrés dans la machine, les workflows, comme on dit, correspondent à la réalité organisationnelle. Et cette réalité, des fois, se transforme beaucoup plus vite que ce qui a été modélisé dans la machine. Et puis une quatrième dimension qui est assez intéressante aussi, qui a été beaucoup abordée, je trouve, ce matin, notamment dans la présentation qui a été faite par le président Migaud à la Cour des comptes, c'est une tension qui est inhérente à un rôle que je qualifierais presque rôle cognitif des métiers de la finance, c'est qu'ils doivent en permanence dealer, je dirais, entre deux dimensions, le besoin d'avoir une exploration de plus en plus importante de la complexité des modèles économiques, de la compréhension du monde, des phénomènes, etc., mais aussi le besoin, à un moment donné, de simplifier ce complexe pour pouvoir le rendre opérationnalisable. Et ça, c'est une des grandes difficultés qu'ont tous les métiers de la finance, c'est qu'ils manipulent des outils qui sont parfois complexes, incompréhensibles, on va dire, du commun des mortels. Il faut qu'ils aillent assez profondément dans cette complexité, mais à un moment donné, il faut qu'ils le rendent entendable par les différents opérationnels. Et là, il y a une dimension qui est assez importante. Donc, on va dire ces quatre tensions-là étaient déjà existantes en 2007, elles l'étaient déjà certainement précédemment en 2007. Je pense que, et c'est un peu abordé d'ailleurs dans votre présentation, sur les différentes priorités, on voit bien derrière ça cette grille de lecture. Je pense que ces tensions-là vont être rendues de plus en plus importantes avec la montée en puissance de ce qu'on appelle le big data, l'intelligence artificielle, ce que certains appellent l'informatique cognitive au sens général du terme. D'ailleurs, c'est compliqué de trouver un vocabulaire pour décrire ce phénomène-là, parce que lui-même recoupe des tas de réalités complètement différentes. Donc chacun invente son propre champ sémantique par rapport à ça, mais on voit que la montée en puissance de l'algorithmie de manière générale induit là aussi une tension de plus en plus forte dans l'ensemble de ces quatre dimensions-là. Cette dimension du business partner, il va falloir de plus en plus expliquer ce que ne dit pas la machine, faire comprendre ce que aussi dit la machine, et ça va être une chose qui, à mon avis, va être rendue de plus en plus complexe. La dimension organisationnelle, je l'ai évoqué, et évidemment, il va falloir assurer en permanence que les modèles qui ont été programmés dans la machine, parce que soyons clairs, l'intelligence artificielle, elle ne dira que ce qu'on a voulu lui faire dire. Donc à un moment donné, les modèles organisationnels qui sont compris dans la machine correspondent à la réalité. Et puis cette complexification versus cette simplification du complexe, entre guillemets, va être aussi quelque chose de plus en plus important. Donc si on essaie de se projeter un tout petit peu, c'est vrai qu'on a tous cette espèce de mythique à l'esprit, moi le premier, de me dire, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, les métiers vont disparaître, une grande partie des métiers vont disparaître. Moi, j'en suis pas complètement sûr. Je pense qu'il va y avoir un déport, une transformation des métiers, ça c'est une certitude. Là où, très certainement, on peut quand même anticiper assez facilement qu'il y aura une réduction des métiers, c'est tout ce qui est fondamentalement le traitement de données, ou plutôt la saisie de la donnée. Aujourd'hui, avec l'automatisation, avec la numérisation, avec un certain nombre d'éléments, tous les métiers, je dirais, de faire rentrer la donnée dans la machine, quelque part, vont, si ce n'est disparaître, en tout cas se réduire très fortement. Et ça, ce sera vrai aussi bien pour les grandes que pour les petites entreprises, parce que les outils, aujourd'hui, sont mûrs. En revanche, je pense qu'il y aura un déport vers l'amont, c'est-à-dire vérifier que la donnée qui est produite, qui est rentrée dans la machine, d'autant plus parce qu'elle sera automatisée, sera une donnée de bonne qualité. On connaît tous l'adage garbage in, garbage out. Si vous ne vérifiez pas qu'en amont la donnée est sûre, vous êtes sûr d'avoir à la sortie des données qui sont complètement fausses. Et ce, d'autant plus qu'il y aura une espèce de partie souterraine qu'on verra de moins en moins, parce que rentrer dans des modèles de traitement qui sont de plus en plus complexes et qu'on n'arrivera plus à voir à l'échelle humaine. Il y aura en aval, je dirais, de ce qui est produit par la machine, aussi en travail, et on va revenir à des classiques, je dirais, de la comptabilité, ce qu'on appelle la révision comptable, ou ce qu'on appelait la révision comptable, c'est-à-dire vérifier que les données qui sont produites correspondent à la réalité. Et je pense qu'à un moment donné, ces fonctions-là seront de plus en plus importantes, qui vont intégrer des dimensions qui touchent à l'audit, au commissariat aux comptes, à la sécurisation du risque, etc., etc. Mais en tout cas, faire en sorte que l'on vérifie que les données qui sont produites sont, si ce n'est juste, mais en tout cas cohérente avec la représentation qu'on se fait de la réalité. Et puis évidemment, il y aura une donnée qui sera de plus en plus importante, c'est la prescription, parce que je pense qu'il serait extrêmement dangereux de penser que la machine va faire de la prescription. Et là, il y aura un rôle évidemment des fonctions financières pour traduire tout ce qui va être produit par la machine, les algorithmes les plus sophistiqués qu'ils soient, les indicateurs, etc., etc., pour les traduire là en réalité stratégique, et faire en sorte qu'on puisse se saisir de ces éléments-là. Donc vous voyez, un espèce de déport qu'il va y avoir,
qui va faire que si on continue à réfléchir un petit peu, puisque la question des compétences a été quand même en fil rouge de tout ce qui a été dit, et la transformation des compétences, on peut imaginer, mais là encore une fois, ça n'est que de la prospective, 4 grands pôles de compétences qui sont nécessaires à renforcer. Et je pense que c'est une actualité assez importante aujourd'hui pour les fonctions financières, parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, étonnamment, peut-être que les fonctions financières sont un petit peu en retard sur toute cette transformation technologique. Moi, je suis très, très étonné de voir que des fonctions qui se sont saisies beaucoup plus rapidement que les fonctions financières de toutes ces évolutions technologiques sont, par exemple, les fonctions du marketing, qui les ont utilisées, je pense à l'intelligence artificielle depuis un certain temps, et au big data, bien évidemment, alors que les fonctions financières, qui ont été souvent le vecteur de pénétration de la technologie informatique dans les organisations, sont un petit peu en retard sur tous ces éléments-là. Donc du coup, il y a besoin de faire évoluer nos compétences, je pense que tout le monde en est conscient. Moi, j'identifie 4 grandes dimensions d'évolution des compétences. Une dimension vers la dimension technologique, c'est-à-dire la compréhension des modèles informatiques de plus en plus sophistiqués. Donc je pense qu'il faut qu'on retourne un peu devant la machine et qu'on soit, enfin je le dis pour moi en tout cas, et qu'on recomprenne un petit peu d'algorithmie, un petit peu de programmation, ce qu'on parle aujourd'hui de codage, etc., etc. Deuxième dimension, c'est la dimension mathématique. Je pense que là aussi, il va falloir qu'on reprenne nos livres de maths et qu'on revienne un petit peu à des outils mathématiques un peu plus sophistiqués, parce qu'on utilise tous, on est tous des gens du chiffre, et je pense que si on s'est orienté dans notre parcours académique vers des fonctions comptables, financières, contrôle de gestion, vous mettez tous les slash qu'il faut, c'est parce qu'on avait une certaine appétence pour le chiffre, mais en fait, les outils mathématiques qu'on utilise sont des outils quand même relativement simples. Pour résumer et caricaturer, on reste quand même beaucoup sur l'équation du premier degré à une inconnue. Demain, on va utiliser des outils mathématiques, ou les machines vont utiliser des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués. Donc je pense qu'il va falloir aussi qu'on fasse évoluer un petit peu notre logiciel pour mieux recomprendre un certain nombre d'éléments. Troisième dimension, c'est la dimension organisationnelle, cette logique ou cette place des fonctions financières comme des ingénieurs, entre guillemets, de l'organisation, ou des gens qui sont capables de traduire l'organisation en un modèle qui va être compris dans la machine. Donc tout ce qui a été évoqué à travers l'évolution des process, etc., va être un pôle d'attraction aussi extrêmement important. Donc cette ingénierie organisationnelle va être fondamentale. Et puis la dernière dimension, alors qu'on appelle ça soft skill, etc., moi en tant que prof, j'ai tendance à parler des compétences pédagogiques des métiers financiers, c'est-à-dire qu'à un moment donné, être capable de faire vivre auprès des professionnels qui sont en face de nous, c'est-à-dire que ça soit les opérationnels comme le top management, de faire vivre tout ce qui est produit par les outils informatiques, et donc bien expliquer ces éléments-là, et ça demandera aussi une intégration dans les chaînes décisionnelles et les chaînes stratégiques de plus en plus importantes. Voilà, si on peut essayer de se projeter un petit peu, 4 points qui me semblent importants à intégrer. Voilà. Merci beaucoup. Voilà ce que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. Avant de nous quitter, je souhaiterais faire un clin d'œil amical à Pascal, qui n'a pas pu contribuer autant qu'il aurait voulu à cette étude cette année. Je voudrais aussi remercier Martin, Sophie et Guillaume qui m'ont aidé à réaliser cette étude 2019. Et au nom de toute l'équipe qui a travaillé à tes côtés, Maryse, un grand merci à toi. Merci encore à toutes et à tous, et rendez-vous l'année prochaine.